Salut, je vous retrouve dans une vidéo un peu sombre parce que je vais vous projeter juste derrière moi avec mon pico projecteur le sujet de VSP. Alors c'est le sujet 2007 de la session complémentaire, donc de la session de septembre de VSP, et du coup je vous propose un corrigé. Je vous conseille pour moi de l'imprimer avant, donc je vous mets en barre d'infos le lien pour le trouver en PDF. Donc vous pouvez l'imprimer chez vous, essayer de répondre aux questions et après on corrige ensemble. À mon sens c'est plus profitable de faire comme ça, d'avoir réfléchi soi-même plutôt que de devoir le corriger sans y avoir pensé. Voilà, alors dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, sur quel sujet. Et voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Après je sais qu'on n'a pas réussi vraiment bien à lire, mais c'est assez compliqué en fait voilà, d'avoir une qualité nette en fait à l'image de ce qu'on projette. Mais du coup c'est pour ça que je vous conseille quand même de l'imprimer ou de moins d'aller le voir en même temps. Et voilà, de toute façon je lis toutes les questions, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez comprendre même si vous ne l'avez pas imprimé. Mais à mon sens c'est quand même mieux d'avoir travaillé avant. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le corrigé, je vous dis à bientôt, allez, bonne révision. Alors donc là vous avez la première page avec le détail des points. Alors n'hésitez pas à aller vous rendre... en barre d'infos, je vous mettrai le lien pour aller vous rendre sur la page et voir directement le sujet en écrit. Ce sera plus simple pour vous de l'imprimer avant de regarder cette vidéo et de l'avoir travaillé et de corriger. Alors on va travailler ce sujet. Alors donc en fait là c'est l'épreuve de VSP, hein, je vous le rappelle. Et donc le premier document c'est le contrat de travail intermédiaire. Alors Jérémy, intérimaire de l'agence Tout Intérim, est embauché dans l'entreprise de taille de Granitou pour une durée de 18 mois dans le cadre d'un surplus temporaire d'activité. Donc le document 1 c'est le contrat de travail intérimaire. Donc l'intérimaire signe un contrat de travail appelé contrat de mission avec l'agence. Cette dernière signe un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice. Le contrat de mission doit préciser le motif pour lequel il fait appel à l'intérim: remplacement de salarié, absent momentanément, comme maladie, congé, service national, suspension de contrat de travail, etc. Accroissement temporaire d'activité de travail. Les caractéristiques du poste, la qualification de l'intérimaire, le lieu, les horaires de travail, le montant du salaire et ses compléments, primes, avantages en nature. Une date de fin de contrat doit être précisée si l'intérimaire intervient dans le cadre d'un surplus temporaire d'activité. Dans ce cas, le contrat ne doit pas aller au-delà de 18 mois de renouvellement compris. La période d'essai ne peut excéder 2 jours pour un contrat inférieur ou égal à 1 mois, 3 jours pour un contrat compris entre 1 et 2 mois, et 5 jours au-delà. Toutefois, un contrat peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par une voie de convention en accord professionnel en branche détenue. Donc vous avez le premier, alors je vais essayer de faire plus net, vous avez le premier exercice en fait qui est... Ouais, je pense que c'est un peu mieux. Donc en fait qui est ce petit schéma à compléter tout simple. Alors on commence par la voie en bas, donc on vous demande qui est l'intérimaire. Alors c'est tout simple, donc c'est Jérémy, on vous l'a dit dès le départ dans la première phrase. Ensuite on vous demande, c'est un contrat de mission. Ensuite l'agence intérimaire, elle est dit dans le texte, dans le tout premier texte, que c'est tout intérim. Et le contrat c'est un contrat de mise à disposition. Et donc l'entreprise utilisatrice c'est Granitou. Donc entreprise, là c'était utilisatrice, c'est aussi nommé dans le texte. Là il n'y a pas de mystère, il ne faut pas chercher plus loin, c'est vraiment tout est dans le texte, il suffit de lire et de réfléchir. Alors, pour les questions suivantes. Alors la question 2, on nous demande de citer un autre motif d'embauche que du contrat de travail en intérimaire. C'est aussi marqué dans le texte, donc c'est remplacement d'un salarié absent temporairement. Parce que là, dans le cadre de Jérémy, c'est pas pour remplacer quelqu'un qui est absent, parce que c'est un surcroît d'activité, donc c'est une création de poste en plus. Donc une autre possibilité d'être pris en intérim, c'est s'il manque quelqu'un, et cette personne elle peut être là pour différents motifs. Donc à la réponse, qui coûte quand même 1 point, c'est remplacement d'un salarié temporairement absent. Vous pouvez mettre entre parenthèses maladie, congé maternité, 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Donc là c'est tout simple pour l'instant, je pense que vous avez tous les points. La deuxième question, c'est donner la définition des acronymes. Donc CDI, donc c'est contrat à durée indéterminée, et CDD, contrat à durée déterminée. Donc là aussi encore 0,5 points pour acronyme, donc 1 point en tout.
Ensuite, cochez la bonne réponse. Donc on vous dit le contrat d'intérim, c'est un CDD ou bien un CDI. Donc effectivement, c'est un CDD puisqu'il va se terminer, il a une date de fin. Relevez la durée de période d'essai pour Jérémy. Alors là, c'est simple. Quand on revient dans le texte, on vous dit tout simplement, la période d'essai est valable de 5 jours au-delà des 2 mois. Donc lui, il a un contrat de 18 mois, donc c'est le maximum, donc c'est 5 jours. Et là, 0,5 points pour avoir dit 5 jours. Et là, vous voyez, c'est simple, tout est dans le texte, il n'y a rien à inventer. Ensuite, justifier l'intérêt d'une période d'essai. Alors, le but de la période d'essai, c'est assez simple, c'est pour voir si le poste vous convient à vous-même ou si vous convenez à votre employeur. Ça va dans les deux sens. Vous, si le poste ne vous plaît pas, vous pouvez vous désister, et si l'employeur vous ne lui convenez pas, il peut aussi se détacher de vous. Parce qu'il faut savoir qu'un CDD, on ne peut pas le rompre seulement à l'amiable avec son employeur. Donc un CDD, une fois qu'on s'est engagé, à part si on fait un abandon de poste, on est obligé de rester à son poste. On ne peut pas casser un CDD, on ne peut pas faire des démissions, sauf si on signe un CDI. À ce moment-là, effectivement, on a le droit de rompre son CDD. Alors, ensuite, vous avez le petit encadré là, où on vous dit: lors de la pause, Jérémy écoute tous ses collègues parler de l'ambiance sonore dans l'atelier. Robert, un de ses collègues, témoigne. Lors de la visite médicale du travail, le médecin m'a annoncé qu'une perte auditive à l'oreille gauche. Il est vrai que je travaille depuis 20 ans dans la scie dont les niveaux sonores est élevé 80 décibels. Et on vous demande en question 7 d'identifier le problème posé. Le problème posé, c'est la perte auditive de Robert. Donc pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est que de la logique et du bon sens. Tout est dans les données et il n'y a que à ce moment-là où on va devoir un peu réfléchir. Alors ces diagrammes-là, on les retrouve dans quasiment tous les sujets. Vous devez savoir identifier ces diagrammes-là parce qu'on les retrouve vraiment dans beaucoup de sujets. Et à mon sens, c'est vraiment bien de les avoir vus sur plusieurs sujets pour vraiment bien les compléter. Alors vous devez compléter le schéma de la situation dangereuse en utilisant les éléments ci-dessous. Alors vous avez les réponses, il suffit de les replacer au bon endroit. Donc la perte auditive, Robert, depuis 20 ans, découpe granit à la scie, niveau sonore au-dessus de 80 décibels. Donc 0,25 points par réponse bien mise. Alors on va commencer par le plus simple, tout en haut c'est l'opérateur. L'opérateur c'est qui? C'est Robert. Donc notre ami Robert. Ensuite le danger c'est le niveau sonore au-delà de 90 décibels. Ensuite, la situation dangereuse, c'est qu'il découpe le granit à la scie. L'événement dangereux, c'est que ça dure depuis 20 ans. C'est ça qui est vraiment dangereux. Et donc, le dommage causé, c'est la perte auditive. Alors, vous voyez que c'est un peu... J'admets, moi, à mon sens, c'est un peu simple de trouver l'opérateur, de trouver le dommage. Et c'est plus complexe quand même de voir entre la situation, le danger et l'événement dangereux. Donc là, c'est à mon sens quelque chose de pas mal pour les revoir et bien comprendre que c'est l'événement dangereux, c'est le temps, etc., etc., etc. Donc ensuite vous avez, mais ça on l'a vu, en fait on le voit beaucoup parce que ça fait partie de nous, nos maladies professionnelles à nous en tant que coiffeur, les problèmes avec le bruit des sèche-cheveux en continu, etc. Donc le niveau sonore élevé, ça fait partie des risques du métier, donc on en a pas mal travaillé en cours. Donc là vous avez le schéma d'une oreille interne et on va vous demander de donner, de placer dans le schéma les données ici. Donc vous avez en 1 le pavillon, en 2 la cochlée, en 3 le nerf auditif, en 4 le tympan et en 5 le conduit auditif. Alors on va commencer ici. Donc ici tout simplement c'est le 1, c'est le pavillon de l'oreille. Vous avez ici ensuite le conduit auditif, donc qui est le numéro 5. Ensuite vous avez ici le tympan. En fait c'est ça qui se perce quand on dit qu'on sait percer les tympans. Donc ça c'est le numéro 4. Ensuite, vous avez ici, en fait, ce qui fait cette forme d'escargot, là, comme ça, c'est la cochlée. Et le petit dernier, donc c'est le 3, et c'est donc le nerf auditif. Donc là, bon, voilà, on réfléchit un peu. Si on ne connaît pas tout, on peut toujours se dépatouiller. Enfin bon, après, c'est assez simple à mon sens, mais après, c'est vrai que tout le monde n'est pas calé ou s'intéresse pas spécialement à l'anatomie. Mais bon, ça reste quand même assez simple en réfléchissant un peu de retrouver au moins quelques petites choses et de déduire ensuite la suite.
Alors je vais essayer de rapprocher, de voir si on voit un peu mieux. Alors, donc à la page suivante, on vous demande en question 10, citer l'organe de l'oreille détérioré en cas de perte auditive. Alors ça on ne peut pas l'inventer si on ne le sait pas, c'est la cochlée qui s'abîme lorsqu'on perd en fait de l'audition. Donc nommer 2 moyens de protection individuelle contre le bruit. Alors protection individuelle, ça veut dire qu'est-ce que Robert peut faire sur lui-même pour ne pas risquer de s'abîmer les oreilles. Et bien tout simplement, on peut mettre un casque anti-bruit, hein, ça reste assez simple, c'est individuel et ça concerne donc lui et ça le protège du bruit. Ou on peut mettre des bouchons d'oreille, voilà, 2 propositions et là vous avez un point en plus. Donc ensuite, dans l'encadré ci-dessus, donc Xavier, un collègue de Jérémy, se sectionne le doigt en coupant une plaque de granit à la machine, alerté par les cris Jérémy Sauveteur, secouriste du travail, arrive sur les lieux de l'accident, il trouve une machine en fonctionnement et le morceau de doigt au sol. L'extrémité de doigt Xavier ne saigne pas abondamment. Donc, cocher les actions que Jérémy doit effectuer pour protéger et alerter en tant que SST. Alors, en tant que sauveteur secouriste du travail, même en tant que sauveteur secouriste tout court, on nous demande dès le départ en fait de pas créer le suraccident. C'est-à-dire, en premier lieu, on sécurise le lieu. On se protège soi-même. On ne va pas créer de victimes, hein, donc c'est la première chose. Donc, la première chose à en protéger, c'est... donc là, c'est pas de laisser la machine en fonctionnement, c'est bien évidemment de couper le courant, d'éteindre la machine en fonctionnement, d'éteindre en fait ce qui est le risque et ce qui a causé l'accident, tout simplement. Ensuite, on va alerter. Alors, on peut appeler le 15, le 18, le 112. Question numéro 13. Indiquer la conduite à tenir par Jérémy face au doigt amputé. Alors tout simplement, mais ça vous le savez et tout le monde le sait, c'est qu'on va passer le doigt dans un sachet et ce sachet avec le doigt on va le placer dans un sachet avec une poche avec de la glace. Mais on ne met pas le doigt avec la peau directement avec la glace, sinon en fait ça va abîmer les tissus. Donc on protège le doigt, on le met dans un sachet propre et on remet le sachet propre dans un sachet avec de la glace. Donc voilà ce qu'il faut faire par rapport au doigt amputé. Citer les actions complémentaires effectuées par Jérémy auprès de Xavier. Donc déjà, ce qu'on peut proposer à la victime, c'est de s'asseoir. On peut lui proposer aussi de... donc là, on a dit que le doigt ne saignait pas abondamment. On peut quand même proposer à la victime de placer sa main sous quelque chose, un drap, quelque chose de propre, pour pas choquer la personne à la vue du doigt manquant. S'il y aurait du sang, il faudrait faire un point de compression. Enfin, il faudrait appuyer sur la blessure pour éviter que le sang... voilà, sortent. Donc ensuite on peut couvrir la victime, on peut demander à ses collègues d'aller signaler, baliser en fait le trajet pour que les pompiers, les secouristes puissent venir le plus vite à la victime. Donc vous pouvez demander de baliser le chemin et voilà, rester auprès de la victime, la rassurer et rester à son écoute, voir si la situation s'aggrave et tout. Voilà les actions qu'on peut faire en plus. Alors, c'était tout pour cette page-là. Donc là aussi, il y a quand même pas mal de bon sens. Pas de connaissances particulières. Il n'y a pas de date ou de trucs vraiment spécifiques à connaître. Alors, pour la question suivante. Dans l'encadré, on nous dit le contrat de Jérémy va se terminer. Il se rend à l'ANPE, donc maintenant ce serait Pôle emploi, pour consulter les offres d'emploi ci-dessus. L'annonce ci-dessus retient son attention. L'entreprise La Roche recherche de façon urgente un ouvrier qualifié CAP ou BEP 25-30 ans, expérience de 3 ans, CDI, rémunération intéressante, adresser sa candidature CV et lettre de motivation à la NPE. Et vous avez la référence de l'annonce. Donc le sigle ANPE, c'était l'Agence nationale pour l'emploi. Maintenant, vous n'aurez plus cette question, bien évidemment. Relever les caractéristiques professionnelles exigées par cette offre d'emploi. Donc on demande une qualification de diplôme, ou un CAP ou un BEP, et une expérience de 2 ou 3 ans. Donc c'est ça les caractéristiques professionnelles qu'on demande. Hein. Relier les flèches CV à chacune des caractéristiques. Alors, on vous dit comme caractéristiques, vous avez manuscrit, dactylographié, photographié, signé, comporte une formule de politesse, peut comporter une photo. Donc le CV, il peut être dactylographié, photocopié et comporter une photo. Il n'est en aucun cas manuscrit, en aucun cas signé et en aucun cas il comporte une formule de politesse.
Bon, ça aussi c'est assez simple, hein. Vous avez déjà tous fait un CV, surtout si vous avez travaillé en salon. En général, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Alors le document 2 chez moi il est un peu flouté, donc citer la garantie. Alors Jérémy s'est acheté une voiture, il fait établir une offre préalable de contrat d'assurance. Document 2. Citer les garanties minimum obligatoires. Alors la seule garantie qui est obligatoire c'est d'avoir une responsabilité civile. Donc on peut dire aussi c'est l'assurance au tiers. Hein. Vous savez au tiers c'est que c'est pas tout risque. Non, voilà, si c'est pas tout risque c'est au tiers. Et donc au tiers ça veut dire que c'est la responsabilité civile. Ça veut dire vous remboursez les dommages que vous avez causés à une autre personne. Ensuite la question 19. Pour 0,25 points, après la lecture du document 2, répondre aux questions. Donc, cocher le type d'assurance demandé par Jérémy. Donc, lui, hein, il suffit de regarder dans le document. Alors, ici, on ne verra pas très bien, mais il a demandé une assurance tout risque. Donc, définir le terme de la franchise. Alors, la franchise, c'est une somme forfaitaire qui reste à la charge de l'assuré dans tous les cas de sinistre. En fait, quand on vous dit qu'il y a en fait une franchise, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une somme que vous devrez donner quoi qu'il arrive à l'assurance. Donc, expliquer le principe du bonus-malus. Alors, en fait, c'est une clause de majoration et de réduction de la cotisation annuelle en fonction des accidents survenus dont l'assuré est responsable. C'est important de dire responsable parce que si vous êtes assuré et que vous n'êtes pas en cause dans l'accident, vous n'êtes pas malusé. Donc, voilà, le but d'avoir des bonus comparés à des malus, c'est que son assurance baisse. Et donc c'était tout pour ce sujet. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal simple. Il n'y a franchement rien de trop particulier dans les épreuves de VSP, à part ce petit système de schéma, là je vous avais dit, situation dangereuse, événement dangereux, où là c'est un peu pour moi difficile, hein. Souvent moi j'ai du mal à évaluer ces petites choses là. Sinon il y a beaucoup de bon sens, donc même s'il y a des petites choses que vous savez pas, là honnêtement... pour moi, là, c'est facile d'avoir facilement tous les points, quoi. Il n'y a pas de grand mystère. Donc, voilà, on peut se détendre sur le sujet VSP. Ça, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'ai essayé de vous projeter en même temps pour que vous ayez déjà un aperçu. Mais après, c'est vrai que je pense pas que vous avez réussi à lire. Mais du coup, je vous mets quand même le lien en barre d'infos. Vous pouvez récupérer le document pour l'imprimer. Et voilà, au moins, vous avez quand même un peu vu à quoi ça ressemblait. Donc, c'est toujours ce type de feuillet-là. Donc, c'est toujours des livrets-réponses. Donc vous avez toujours un livret que vous rendez, vous complétez directement dessus. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous a plu, si vous en voulez une autre, sur quel sujet, et on se retrouve de toute façon bientôt. Allez, ciao!